Ouais, il est Botox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique d'un roman, ou plutôt même j'ai envie de dire d'une saga, puisqu'on va parler du monde de Narnia de C.S. Lewis, sorti dans les années 50 globalement. Il y a 7 tomes, les 7 tomes de Narnia, le neveu du magicien, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, le cheval et son écuyer, le prince Caspian, l'odyssée du passeur d'aurore, le fauteuil d'argent et la dernière bataille. Il y a même eu 3 films sur les tomes qui sont sortis, c'est le tome 2, 4 et 5 où il y a eu des films. Donc on va pouvoir en parler justement, je l'ai lu, ça m'a pris pas mal de temps, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop eu de vidéos ces derniers temps, parce que je pense que vous le voyez, gros pavé, donc ça m'a pris du temps pour lire tout ça, mais je vais donc pouvoir vous donner mon avis là-dessus. Alors comme d'habitude, on va faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. Donc pour la partie sans spoil, ce que je peux vous dire, c'est que forcément, si vous voulez acheter cette édition là, je la recommande pas du tout pour les nouveaux, pour les débutants, pour ceux qui juste veulent avoir une petite lecture légère pour revenir un petit peu dans le monde de la littérature. Clairement je vous le conseille pas parce que c'est un bouquin qui fait plus de 850 pages, donc est-ce que vous allez accepter de vous coltiner 850 pages? Je suis pas certain. Donc cette édition là je la conseille, plutôt pour les personnes qui sont soit des lecteurs aguerris, soit qui sont vraiment des gros fans des films et où vous avez vraiment envie de découvrir le truc. Mais même ça, si jamais vous n'êtes pas au minimum intermédiaire, on va dire, dans la lecture, c'est-à-dire que vous lisez 1 ou 2 livres par an, clairement ça sert à rien. Je pense que ça sert à rien de se taper le gros volume. Autant partir sur plutôt les petits. Et pour l'intégrale, voilà, soit pour ceux qui sont vraiment, enfin pour ceux qui sont confirmés, je pense que c'est l'idéal. Au moins vous êtes sûr de le terminer. Et sinon pour les débutants, vous pouvez quand même en prendre. Vous pouvez quand même tester la marchandise, on va dire, en prenant en fait les petits tomes, parce qu'il existe des versions séparées. Là c'est parce que j'ai acheté l'intégrale et que c'est en un seul bloc, mais il existe également des versions séparées des 7 tomes, donc individuellement. Et ce que je vous conseillerais, ce serait de commencer forcément par le tome 2 et de voir déjà si ça vous plaît. Donc vous lisez le tome 2, donc c'est le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Ce sont des livres qui sont pas très longs, ça fait même pas 200 pages genre, donc ça va quand même assez vite. Pour ceux justement qui sont un petit peu novices dans le milieu, au moins vous pourrez quand même prendre un petit bouquin, c'est un plus petit bouquin quand même qu'un gros pavé comme ça, donc ça peut quand même être une bonne porte d'entrée. Et en fonction de ça, si jamais ça vous a plu ou pas, là vous pouvez soit acheter les autres tomes, soit acheter carrément l'intégrale, mais après c'est exactement le même texte, il y a rien de différent, à une exception près quand même. Alors je sais pas concernant les éditions les plus récentes, mais j'avais déjà les plus petits tomes en séparé et il y avait des images dedans, donc ça fait un petit peu genre conte pour enfants, conte de fées, tout ça. Donc voilà, ça ajoute un petit plus. Après voilà, c'est que quelques images à gauche à droite, et il y a quand même des petites illustrations dans la version intégrale. Mais voilà, version intégrale, je pense que c'est beaucoup mieux pour soit les lecteurs qui ont l'habitude de lire, soit des gros fans de la licence. Mais bon, difficile d'être un gros fan si vous n'avez jamais lu. Donc voilà, ça c'est globalement mes recommandations. Et sinon, pour donner mon avis globalement là-dessus, j'ai quand même apprécié la saga, j'ai même envie de dire la saga. Alors il y a quand même des tomes qui sont inégales, je vais développer par rapport à la partie spoil, parce que je vais devoir forcément donner des détails, mais tous les tomes ne sont pas au même niveau. C'est pour ça que je vous ai recommandé le tome 2 en premier, parce que déjà le tome 2 c'est le premier qui a été écrit par C.S. Lewis, donc tout le reste a été écrit par après, même si chronologiquement c'est la suite du tome 1, mais en réalité le tome 1 était écrit après le tome 2. C'est un peu comme Star Wars si vous voulez, avec l'épisode 4, 5, 6 et l'épisode 1, 2, 3. Par rapport à ça, je vous conseille plutôt le tome 2, parce qu'en fait pour moi c'est le meilleur, ou en tout cas l'un des meilleurs. Et comme c'est le tout premier, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien direct, on va dire, entre le tome 1 et le tome 2, vous pouvez quand même apprécier la lecture sans avoir lu le tome 1, donc autant lire directement le tome 2, qui est selon moi l'une des meilleures histoires, et qui est le
tout début également, on va dire de l'histoire principale, donc c'est pour ça que je vous ai recommandé le tome 2. Et donc comme je l'ai dit, il y a des excellents comme le tome 2, il y en a d'autres aussi hein, qui sont bien. Je trouve que les meilleurs c'est le tome 2, le tome 6 et 7, franchement les tomes 6 et 7 étaient vraiment bien. Le tome 4 était pas mauvais, mais j'ai été un petit peu déçu, mais c'est surtout à cause du tome 3, mais je vais y revenir, je peux y aller maintenant en fait. Le tome 3, voilà, il était correct aussi, mais bon, je m'attendais à d'autres trucs, ça faisait beaucoup moins... ça faisait plus histoire classique et pas magie comme on avait pu ressentir dans le tome 2, donc j'avais quand même quelques déceptions. Le tome 1, vraiment, j'ai trouvé Osef. Parce qu'il n'y a pas vraiment de tension. La tension, c'est même un problème hein, par rapport à ce livre. Enfin, par rapport à la saga, je veux dire. Encore une fois, je développerai. Parfois, on le ressent, mais parfois, on le ressent pas. Et avec le même Deus Ex Machina qui est assez récurrent, pour moi, c'est un sacré problème. J'ai pas envie de spoiler, mais voilà, je trouve que c'est quand même un sacré problème, ce truc-là. Et le dernier, par contre, pour moi, c'est le 5ème, l'Odyssée du Passeur d'Aurore. Pour moi, c'est le plus mauvais. Autant le tome 1, je l'ai trouvé osef, mais pas désagréable à lire. Après il y a certains trucs où moi j'étais un petit peu dérangé par rapport à ce qu'il écrivait, mais voilà, ça c'est plus ma propre vision des choses. En revanche dans le tome 5 vraiment je me suis ennuyé et ça a même été une purge pour moi de le terminer. Donc vraiment pour moi c'est le pire. Et de très très loin. Mais donc voilà, c'est quand même assez inégal, il en a pas beaucoup, il y en a que un en fait qui est vraiment mauvais, sinon le reste est au minimum osef et au maximum par contre excellent, donc il y en a quand même quelques-uns qui sont très bien, et je peux quand même vous le recommander. Alors, encore une fois, ça dépend de votre niveau de lecture en fonction de votre profil. Vous pouvez vous orienter vers telle ou telle édition ou vers tel ou tel tome. Mais quoi qu'il en soit, je dois quand même vous avertir d'un truc. J'ai trouvé que la manière d'écrire, par moment, quand il s'agit de bataille ou quoi, c'est quand même plutôt chouette. Mais ça a quand même... je trouve assez mal vieilli, c'est pas ultra dynamique hein, je trouve, par moments c'est dynamique, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de voyages dans la saga, et les séquences voyages, les scènes voyages, on va dire qu'il est très descriptif, et par moments c'est un petit peu chiant. Voilà, c'est un petit peu relou. Après, la manière d'écrire, je pense qu'elle a été surtout adaptée à son époque, donc dans les années 50. Forcément, en l'espace de 70 ans, il s'est passé pas mal de trucs. Les normes ont changé, les mécanismes scénaristiques ont également évolué, parce que forcément, le public était plus ou moins habitué sur certains points. Donc, on commence à être un petit peu plus habitué, donc c'est pour ça qu'il y a eu des divergences dans les écritures ou autres. Donc, c'est clair que ça fait très années 50, ce qui est logique puisque c'est sorti dans les années 50, mais je trouve que ça a assez mal vieilli, contrairement justement à une critique que j'avais fait avant, qui était La Planète des Singes. La Planète des Singes, bon certes pareil, il a quand même cette patte, cette plume qui est assez vieillotte, mais je trouvais que il s'en sortait quand même relativement bien, en tout cas comparé à lui. Après, encore une fois, ce n'est que mon humble avis, peut-être que vous allez adorer les voyages de C.S. Lewis, mais voilà, moi j'ai trouvé quand même que c'était les parties les plus chiantes et les parties qui étaient quand même assez intéressantes. Tout ce qui était justement... D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas trop apprécié le 5ème tome, parce que c'était surtout des voyages. Mais bon, il y avait d'autres problèmes, j'y reviendrai dans la partie spoil. Mais sinon, par rapport aux autres séquences, parce qu'il n'y a pas que ça, je trouvais quand même que ça fonctionnait bien. Après, c'est pas forcément tout le temps émotionnel, c'est même assez froid, assez distant je trouve. Mais encore une fois, c'est parce que c'est un effet un peu conte à l'ancienne et tout. Je trouve que voilà, c'est pas ultra émotionnel, mais après ça fonctionne quand même. Il y a un moment où je me souviens plus c'était quand, mais il y a un moment où voilà, j'avais quand même les yeux humides, donc ça fonctionnait quand même bien, mais on va dire que c'est pas son fort. Voilà, on va dire que c'est pas son fort. Alors du coup maintenant, pour pouvoir parler un peu plus en détail, donc je vais spoiler, on va parler donc des 7 tomes, donc ça risque d'être une vidéo quand même assez longue, mais je pense qu'elle est quand même nécessaire, hein, autant parler de tous les tomes, et donc fatalement je vais spoiler, donc attention pour ceux qui n'ont pas encore lu et qui ne veulent pas être spoilés, eh bien je vous invite à aller tout simplement chercher le livre et à le lire, et ensuite peut-être éventuellement à venir ici. Alors on va commencer par le commencement, hein, le premier tome, hein, le neveu du magicien. Qu'est-ce que j'ai pensé du premier tome? En soi j'ai bien apprécié l'histoire autour des enfants avec Diggory et Polly, qui ont été en plus récupérés à la toute fin, donc je trouvais quand même que c'était assez intéressant de conserver les personnages, et j'ai bien aimé tout le délire avec justement l'oncle, avec justement le fait que t'avais
t'avais la sorcière blanche qui s'était pointée dans leur propre monde. Donc c'est à dire que la sorcière blanche du tome 2, bah, elle a pu connaître la planète Terre que nous on a, hein. Donc pour le coup j'avais trouvé quand même que c'était assez intéressant. Ça fait même un petit peu SF, hein, avec ce délire de autre dimension, etc., etc. Donc j'ai trouvé quand même que c'était plutôt sympa tout ce délire là. Mais par contre, concernant donc Narnia, le vrai monde de Narnia où ils ont quand même terminé et qui a justement pu aboutir à tous les autres tomes, enfin qui a résulté en tout cas de tous les autres tomes, j'ai quand même pas apprécié pour plusieurs raisons. La première raison, comme je l'avais dit, c'est qu'il n'y avait pas de tension, parce que je ressentais vraiment dans ce tome que ça servait exclusivement à simplement te donner des éléments qui corroborent, qui correspondent en fait, qui expliquent si tu veux l'origine des autres éléments dans les autres tomes. Mais pour le coup, si tu le lis en mode tome 2 puis tome 3 puis ensuite que tu le lises dans l'ordre où ça a été écrit, ça peut peut-être faire un petit effet en mode un peu nostalgie et tout. Après moi je suis pas trop sensible à ce genre de truc, donc moi j'avoue que j'en ai rien à foutre. Par contre concernant l'édition que j'ai lue et même par rapport au marketing que c'est fait de manière générale, parce que c'est vendu en tant que tome 1 et chronologiquement dans l'histoire c'est normal, mais du coup quand tu regardes avec un œil de lecteur qui veut juste découvrir l'histoire, eh bien je trouve que c'est pas forcément une bonne porte d'entrée. Et pour un tome 1 c'est pas incroyable, sachant que en fait forcément c'est comme il se joue beaucoup sur la nostalgie avec certains petits éléments, certains petits détails qui réapparaissent plus tard. Le truc c'est que nous on les a jamais vus, donc on n'est pas encore réellement attaché au monde, donc forcément les éléments, donc quand tu le lis dans cet ordre là, je trouve que ça fonctionne pas trop. Alors après je pense pas que c'était une volonté de l'auteur, je pense que c'est plutôt une volonté de l'éditeur pour faire en mode package, etc., mais je trouve quand même que c'est pas que c'est du coup assez mal fait, hein, puisque forcément quand tu le lis comme ça, je trouve que ça fonctionne assez moyennement. C'est pour ça en fait que je le trouve osef, parce que quand il y a des éléments comme ça, ça joue essentiellement sur la nostalgie, sauf que j'ai pas encore cette nostalgie là puisque je les ai jamais découverts. Donc en fait c'est quand tu le lis plus tard que tu dis ah oui ok c'est par rapport à ça, c'est par rapport à ça, ok. Mais du coup ça veut dire que c'est juste des faits. Quand tu le lis sur le tome 1, c'est juste des faits, il n'y a plus l'effet nostalgie, quoi. Je trouvais déjà que ça manquait pas mal d'intérêt par rapport à ça, et également par rapport à l'histoire en lui-même, puisqu'on suit justement le truc avec l'origine également de la sorcière blanche. Je trouve pareil que c'est pas forcément génial, parce que ok d'accord, on te donne l'origine, très bien, mais en même temps je me dis c'est un petit peu con, parce que sur ce tome là en fait il n'y a pas vraiment de combat à proprement parler. C'est vraiment en mode la meuf elle s'est pointée, elle a fui et ils l'ont laissé faire. Et du coup tout ce qui a découlé par après en fait c'est uniquement parce qu'ils ont pas bougé le petit doigt à ce moment là. Donc j'avais trouvé que c'était un petit peu con, ça manquait cruellement d'intérêt sur le coup, et honnêtement ça m'a fait chier. Voilà, ça m'a fait chier, d'autant plus que voir les origines du monde, comment est-ce que ça s'est fait, clairement j'ai pas apprécié. Et en fait c'est simple, j'ai pas apprécié parce que tout vient d'un seul personnage, et ce personnage est au cœur de tout. C'est ce que j'avais dit justement dans la partie spoil. Pour moi le plus gros problème de cette saga, c'est celui qui est sur la cover. Pour moi le problème c'est Aslan, le problème c'est justement le lion, le grand lion doré, pour la simple et bonne raison que en fait c'est Dieu, hein. C'est un mélange entre Dieu et Jésus-Christ. Mais bref, je trouve que c'est un gros problème parce que en fait il règle tout en fait. Alors là pour le coup il règle rien, dans le tome 1 il règle que dalle, mais dans la suite il règle absolument tout la plupart du temps, et c'est très dérangeant. Je vais détailler encore une fois en fonction des tomes, mais par rapport à ce tome 1 en fait, quand tu vois tous les pouvoirs qu'il a, parce qu'en fait c'est lui qui crée littéralement le monde, c'est lui qui a créé le soleil, c'est lui qui a créé les êtres vivants, c'est lui qui a créé la végétation, etc., c'est lui qui a absolument tout créé. Et tu vas me dire qu'une connasse excusez-moi les termes, une connasse qui se pointe dans ton monde que justement tu t'es cassé le cul à créer, t'es pas foutu de la balayer, sachant que c'est lui-même qui a réglé le problème dans le tome 2. Donc pourquoi est-ce qu'il l'a pas réglé directement dans le tome 1 en fait? Pourquoi est-ce qu'il se tourne les pattes? Et c'est un problème d'ailleurs qui est récurrent dans tous les trucs. Il pourrait régler tous les problèmes en un claquement de doigts, mais il le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il faut un tome. Donc forcément, il attend en fait, il attend le feu vert. Mais je trouve que du coup, ça manque cruellement d'immersion en fait, ça manque cruellement de cohérence là-dedans. En fait, typiquement, pour moi, hein, Aslan c'est le Deus Ex Machina originel. Donc, et les Deus Ex Machina,
En règle générale, c'est pas une bonne chose, et pour moi, c'est la pire chose. Alors peut-être qu'à l'époque, ils étaient beaucoup moins stricts et que ça passait pour eux. C'est un petit peu même ce que j'ai dit par rapport à la planète des singes, parce qu'il y avait aussi quelques petites incohérences là-dedans. Donc peut-être que ça passait à l'époque, mais pour moi, avec une vision moderne, ça fait déjà un peu cliché à certains moments, et surtout le délire du Deus Ex Machina, mais il est horrible. Surtout qu'il est vraiment redondant, quoi. J'ai pas apprécié les origines de Narnia, j'apprécie pas Aslan, il est au centre de tout et il est encore au centre là-dedans. C'est le premier truc qu'on a vu, et en plus de tout ça, il règle que dalle, et c'est à cause de lui qui s'est passé ce qui s'est passé dans le tome 2. Donc ça me fait chier. Honnêtement, le tome 1, c'est pour ça que je dis qu'il était OSEF, parce que du coup ça manquait cruellement d'intérêt. Ça servait uniquement à poser les bases du tome 2, mais quand tu lis le tome 2 en premier et qu'ensuite tu lis le tome 1, au moins t'as cet effet de nostalgie. Là, le problème, c'est que t'en as pas, puisque tu le lis en premier tome, donc je trouve encore une fois que c'est un très mauvais point d'un point de vue lecture. Après, concernant le tome 2, on peut justement en venir. Là par contre, le tome 2, il est absolument excellent. Là j'ai quand même beaucoup aimé. Alors j'ai quand même un problème avec le Aslan, ça sera toujours le même problème de toute façon, puisque c'est lui qui règle le souci. Et en plus il te fait perdre du temps en te faisant ce délire de je vais tenir ma promesse par rapport à la sorcière blanche, je vais aller avec elle pour me sacrifier, au final elle me tue, etc. Grosse séquence émouvante, tout ça. Alors moi j'avoue que j'étais pas trop ému par la scène, mais surtout quand j'ai vu à la fin que c'était complètement niqué, je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai lu tout ça. T'as toute cette séquence avec la table de pierre et tout le bordel, pour au final te rendre compte qu'en fait il a pu ressusciter, et en plus c'est lui à la toute fin qui règle le souci. Je trouve que c'est pas fou. Vraiment, le Deus Ex Machina, je l'ai vraiment pas apprécié, et ça m'a grave cassé les couilles. En plus, t'as vraiment des autoroutes que tu pouvais faire dans le truc. J'ai vraiment été déçu qu'ils les aient pas pris, parce qu'il y a d'autres trucs qui sont excellents. C'est pour ça d'ailleurs que pour moi, le livre est quand même très bon, enfin le tome 2, parce qu'au-delà de tout ça, il y a quand même certains trucs qui sont très bien. Les personnages, je trouve qu'ils sont vachement attachants, ils sont quand même pas mal chouettes également par rapport à l'évolution. Je repense notamment à Edmund. Au début, c'est un gros connard, t'as pas envie tu l'aimes pas, et en fait, tu te rends compte même que c'est carrément un traître, et à la fin tu te rends compte qu'il a évolué et que il est passé du côté des bons, ce qui est logique puisque c'est quand même l'un des frères et sœurs, enfin c'est l'un des frères du coup en l'occurrence, mais il y a quand même une sacrée évolution, et j'ai trouvé quand même que c'était très très bon. Là pour le coup, Edmond pour moi c'est une grosse réussite, et même les quatre personnages de manière générale. Alors Suzanne et Peter sont un petit peu moins développés, c'est plutôt Edmond qui brille vraiment, et Lucie aussi elle brille un peu. Je trouvais quand même que c'était une très bonne réussite par rapport à ça. Il y a aussi d'autres personnages, notamment Tumnus, qui a également eu ce délire de au début il voulait trahir pour donner l'enfant à la sorcière blanche, et finalement il s'est quand même ravisé, et finalement quelque part il s'est un petit peu sacrifié puisqu'il s'est carrément transformé en pierre. Donc j'avais quand même aussi apprécié le personnage. Après il y en avait d'autres, par exemple les taupes. Bon, ils étaient un petit peu moins intéressants, j'avais trouvé. Après bon, ça passait quand même, je vais pas te mentir, il fallait quand même résoudre l'intrigue, donc pour le coup c'était pas forcément mauvais, mais voilà, ils étaient un petit peu moins impactants, on va dire, enfin impactants, mais dans le sens ils sont dans le mauvais côté, ensuite ils reviennent vers le bon. Après tu peux pas faire toujours les mêmes non plus, tu vas pas faire les mêmes personnages à chaque fois, sinon ça devient un petit peu chiant. Je les ai quand même trouvés sympathiques, mais bon voilà, ils étaient un petit peu plus secondaires. Après dans tous les cas il en faut, mais de manière générale voilà, les personnages je les ai trouvés quand même plutôt chouettes, sauf un seul. Comme je l'ai dit, Aslan, il est beaucoup trop puissant. Encore une fois, c'est le jeu, donc c'est normal. Mais du coup, ça nique tout intrigue, tout suspense. Enfin, ça fonctionnait quand même, parce que forcément, tu le connais pas, donc tu sais pas comment ça va se terminer. Mais une fois que t'as lu le tome 2 et que tu vois que, bon, il est pas dans le tome 3, mais quand tu vois qu'il est dans... Enfin, il est quand même dedans, mais il est moins impactant. Et justement, j'aurais préféré limite un truc comme dans le tome 3. Dans le tome 3, justement, pour moi d'ailleurs, c'est même... le meilleur d'un point de vue résolution, parce qu'en fait ça se fait uniquement par rapport au personnage. Et ça n'a rien à voir avec Aslan. Aslan il vient à la toute fin pour punir, je sais plus comment il s'appelle, mais pour punir le Calormen. Donc c'est pas lui qui a résolu l'intrigue, tu vois ce que je veux dire. Donc là pour le coup je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Bon après j'ai d'autres problèmes avec le tome 3, mais pour au moins terminer par rapport au tome 2, voilà, pour moi il est clairement le meilleur, enfin ou en tout cas l'un des meilleurs, de par justement tout ce délire avec en plus tout l'univers, parce que c'est ça aussi que j'aime beaucoup par rapport
rapport à Narnia, c'est que vraiment on ressent la magie de dingue. T'as plein de personnages que tu ne rencontres pas forcément. Alors t'as des animaux, oui, certes, mais ce sont des animaux parlants. Et en plus, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus exotiques. Genre, par exemple, des géants, comment il s'appelle, le faune. Tout ça, justement, ce sont des nains également, par exemple. Donc ça fait justement très fantasy. Et c'est justement une saga fantasy. Donc j'ai trouvé quand même que c'était vraiment excellent. On ressentait vraiment la magie. Ça puait la magie à plein nez. Et ça, par contre, c'est extrêmement kiffant. C'est ça, justement, le problème que j'ai avec le tome 3. C'est que dans le tome 3, bah en fait, la magie, elle est beaucoup moins présente. Parce qu'en fait, c'est un tome qui se situe entre le tome 2 et le tome 4. C'est un 1.5 en fait. Parce que normalement, le tome 2, c'est le tome 1 et le tome 4, c'est le tome 2. Donc c'est un 1.5 littéralement. Et on ne suit pas l'histoire de base avec les 4 frères, tout ça. Enfin, 4 frères et sœurs. On suit en fait de l'autre côté, donc du côté justement du sud, donc les Calormen. On suit justement l'histoire de Cor. Bon, en fait, il s'appelle pas Cor, il s'appelle. Comment il s'appelle encore? Non, c'est pas Chaz. Je sais plus c'est quoi son nom, mais en gros, il a été élevé par les Calormen. Mais bon, il est plus en mode esclave. Et en fait, il s'est fait kidnapper à la toute fin. On découvre qu'en fait, il s'était fait kidnapper, qu'en soi, c'est un Narnien. Et qu'il était. Et que c'était même un noble roi. Et là, pour le coup, d'un point de vue intrigue, en réalité, j'ai pas grand chose à dire. Parce que j'ai beaucoup aimé justement le développement des personnages. Ce délire aussi avec Brie par rapport au cheval. Le fait qu'il rencontre également d'autres personnes, notamment l'autre cheval, la jument. Et la meuf, je sais plus comment elle s'appelle, Aravis peut-être, je sais plus exactement. Il me semble que c'est Aravis. Il se marie même à la toute fin avec elle. Enfin bref, j'avais trouvé quand même que même leur relation, même l'évolution aussi, Shasta, voilà, c'est ça, je pense son nom. Même l'évolution de Shasta, en réalité, c'était quand même bien parce qu'au début, tu voyais que c'est juste un mec qui ne sait même pas monter à cheval. Et à la toute fin, carrément, il se sacrifie par rapport au lion pour justement sauver ses amis. Il y a même eu un petit message par rapport à ça, avec justement la honte du cheval qui justement lui par contre avait fui. Donc j'avais trouvé quand même que c'était qu'il y avait même pas mal de messages. Il y avait même beaucoup de messages aussi par rapport également avec les Calormen. Bon, on va pas se mentir, les Calormen c'est clairement des barbares du Moyen-Orient, je pense. Genre l'Empire de Perse, des trucs comme ça. C'est clairement l'inspiration pour ce peuple. Donc c'est quelque part, voilà, quelque part ça te donne un petit peu une critique de l'humanité si tu veux. Mais c'est ça en fait que je trouvais qui était très fort avec le tome 2, c'est qu'en fait t'étais vraiment complètement dépaysé dans un monde féerique. Et là le problème c'est que ça revient un petit peu, ça lie quelque part avec notre monde. Tu as pas mal d'humains d'ailleurs, justement les Telmarins qu'on verra plus tard, ce sont des humains réellement qui ont été dans ce monde là. J'ai trouvé que c'était c'était vraiment dommage de partir d'être complètement à côté par rapport à ça, alors que moi c'était ça vraiment en plus qui m'avait fait kiffer avec le tome 2. Alors comme j'ai dit, l'évolution des personnages et même les personnages de manière générale étaient plutôt attachants et c'était plutôt chouette. Il y avait même pas mal de messages qui étaient développés, donc c'était quand même plutôt cool. Mais en même temps on perd toute l'ambiance magique féerique du truc. Alors il y a quand même quelques petits trucs, hein. Forcément Brie c'est un cheval parlant, donc il y a quand même quelques petits machins, mais ça reste quand même extrêmement léger comparé justement à la grande découverte qu'on avait par rapport au tome 2. J'ai été quand même un petit peu déçu de partir là-dessus. Après il faut quand même le dire, la résolution notamment avec la bataille finale, franchement elle était même très bien amenée. J'avais beaucoup aimé justement avoir le point de vue au départ de Shasta, et finalement bon bah il sait pas très bien se battre, donc en fait il a même pas compris exactement ce qui se passait autour de lui, et donc on a été voir l'ermite là, qui lui par contre a tout vu d'un point de vue extérieur, et j'ai trouvé justement que c'était très bien amené. Et surtout le combat final en réalité il s'est quand même déroulé avec les personnages qui ont pu régler leurs problèmes eux-mêmes, et c'est pas Aslan qui a réglé le problème. Encore une fois c'est lui qui a transformé l'autre là en âne, mais c'est pas lui qui a résolu tous les problèmes, tu vois. C'est pas comme dans le tome 2 où c'est lui qui bouffe la sorcière blanche. Au moins lui voilà, au moins il a été beaucoup plus neutre, et j'aurais préféré justement, si tu veux instaurer une entité comme ça qui est Dieu, au moins que ce soit un truc qui soit distant, tu vois, pour pas régler tous les problèmes en un claquement de doigts, tu vois. Donc j'avais trouvé quand même que c'était beaucoup mieux amené. Voilà. Après, moi le problème que j'ai principalement avec ce tome, c'est que du coup on perd ce côté féerique comme je l'ai dit, et le
principal problème que j'ai aussi, et ça c'est un gros souci pour moi, mais c'est l'auteur en fait qui me saoule quand il fait ça, c'est quand il y a des voyages, et il y en a quand même beaucoup forcément, mais quand il y a des voyages, son écriture est vraiment assez détaillée par rapport à l'environnement. Quand c'est justement un environnement par rapport au tome 2 où il y a quand même pas mal de magie et tout, je te dis ok, tu vois. Par contre ici bah, c'est juste un désert quoi, donc forcément c'est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins impressionnant, tu vois. Donc voilà, j'ai quand même un petit regret par rapport au troisième tome, mais après voilà, il était quand même correct, hein. En plus je me souviens quand j'étais petit, quand j'étais adolescent, que quand je l'avais lu c'était le tome qui avait commencé à me saouler, et je me souviens que le tome 4 je pense même déjà ça avait commencé avec le tome 3 où je lisais mais sans lire en fait, juste je passais le, parce qu'en gros quand je lisais c'est quand j'étais en train d'attendre d'avoir, quand il y avait un prof qui était pas là, et en attendant bon j'étais en heure d'études, donc pendant une heure il fallait s'occuper, et donc moi je prenais ce livre là et je lisais. Alors du coup les tomes 1 et 2 je les ai lus, je les ai dévorés, mais le tome 3 il me faisait tellement chier qu'à un moment donné je lisais même plus, je lisais un peu en mode je chante limite, tu vois, mais du coup je comprenais rien de ce que je lisais, donc à partir de la deuxième moitié, enfin à partir du moment où il s'est barré dans le désert, donc là j'ai pu le redécouvrir sans chanter forcément, donc en comprenant l'histoire, et je me souviens même que le tome 4 bah, il était dans la continuité du tome 3 quand je l'avais lu, je veux dire, donc je commençais à lire mais en diagonale, en chantant etc, donc je comprenais rien. J'ai pu quand même redécouvrir un petit peu le truc avec également un regard plus neuf et plus mature. Finalement il est pas aussi mauvais que ça, mais je peux aussi me comprendre mon moi du passé qui avait été saoulé, parce que c'est vrai que le voyage du désert c'était comme je dis, les voyages pour moi c'est un peu le point noir de cette saga, et il y en a beaucoup en fait des voyages dans ce tome 3, donc malheureusement ça fait quand même un petit peu défaut. Typiquement quand ils arrivent justement dans la ville de Tashban etc, bah, c'est là où ça commence à redevenir un petit peu intéressant. Le problème c'est qu'avant d'y arriver bah, forcément il y a tout l'épopée, et même à la toute fin, avant d'arriver justement à Beruna je pense, enfin la ville à la toute fin, bah, il y a aussi eu également un long voyage, donc malheureusement ça a été un petit peu fastidieux. Il a quand même un truc aussi que j'ai envie de dire par rapport à Aslan, parce que le mec on te dit que c'est le meilleur, c'est le plus bon, c'est le plus gentil, tout ça. Je rappelle quand même qu'il a défoncé le dos de la meuf là, Ravis je pense, encore une fois. Il lui a défoncé le dos, alors il a donné quand même il a quand même donné une explication, hein, c'est pour justement qu'elle ressente ce que sa servante a ressenti quand elle s'est fait fouetter. Alors quelque part oui ça donne une bonne leçon, mais en même temps la meuf elle avait pas envie de se faire vendre à un vieux monsieur tout dégueulasse et à être mariée pour juste être un numéro quoi. Donc en même temps elle a un petit peu raison. Alors oui ok d'accord, par rapport à la servante c'est dommage, mais en même temps son destin voilà, moi j'aurais fait pareil qu'elle, hein. Honnêtement j'aurais fait 100% pareil qu'elle quoi. Et quand on te dit que justement Aslan c'est le plus bon, c'est le plus merveilleux, tout ça, là par contre il a quand même fait quelque chose d'horrible. Et c'est là où je trouve que c'est encore plus con, parce que il décide de punir une meuf, une gamine en fait, hein, c'est littéralement une gamine en fait, Aravis. Il décide de la punir elle par rapport à sa servante, mais par contre la clocharde blanche là qui pendant des centaines d'années elle a mis un hiver de glacial etc, tout ça, et elle a complètement elle a été complètement une tyran par rapport à toutes les personnes et tout. Ah là par contre il fait plus rien. Et il règle le problème à la toute fin, tu vois. Donc pareil, c'est complètement con. D'ailleurs, il y avait un truc aussi qui était con, j'ai oublié de mentionner, mais dans le tome 2, quand ils ont été dans l'armoire magique pour justement découvrir l'autre monde, la deuxième fois qu'elle avait été, Lucie, ça avait été quand même logique, puisqu'il y avait ce délire de cache-cache, etc. Donc il y avait quand même un prétexte. Bon, le troisième, quand tout le monde a été, bon, ça fonctionnait un petit peu moins bien, parce que est-ce qu'il devait vraiment se cacher par rapport à elle? En fait, il fallait qu'ils prennent un peu plus de temps, je pense, pour qu'on ressente davantage le fait qu'on n'avait pas envie d'être avec la gouvernante du truc, de son oncle. Il fallait vraiment qu'on plus ressentir ce délire là pour au moins justifier ça, parce que du coup ça fait un petit peu gratuit en réalité. Et le premier par contre là il a aucun justificatif, c'est 100% gratuit. La meuf elle y va gratuitement normal, elle a aucun motif à rentrer dans l'armoire, hein, mais elle y va quand même, et du coup elle découvre forcément le monde, mais ça fait quand même très gratuit je trouve, d'un point de vue cohérence c'est pas super logique. Et justement ok d'accord, ce sont des tomes qui sont assez faibles, enfin
assez fin, je veux dire, assez léger, mais peut-être que étoffer un petit peu, justement, peut-être que retirer certaines descriptions lors des voyages pour pallier à certaines émotions hein, qui manquent, que typiquement forcément le fait qu'il a un petit peu tracé toute cette partie-là, bah, il y a pas mal de choses que tu ne peux pas forcément partager. Là où il a bien géré, c'est quand même sur Edmond, mais c'est le seul. Et aussi sur Tumnus. Tumnus, il avait quand même aussi relativement bien géré, même si ça avait été quand même un petit peu rapide, mais au moins on voyait un truc, tu vois, au moins on ressentait quand même quelque chose. Là par contre, avec la gouvernante par exemple, on ressent que dalle et du coup ça donne un effet un petit peu gratuit. Et comme j'ai dit, la première fois qu'elle a été dans le monde de Narnia, elle avait aucun intérêt à y aller, tu vois. Donc pareil, je trouve que ça fait quand même un petit peu gratuit. Quatrième tome, Le Prince Caspian. Bah là on rentre totalement dans ce délire de on n'est plus trop dans le monde féerique. Alors à la fin c'est un petit peu revenu sur le tapis, mais en tout cas au début, quand en tout cas il y a l'explication par rapport à l'histoire de Caspian, bah forcément non, puisque bah Miraz il a voulu un petit peu éteindre toute forme de magie. Donc quelque part voilà, ça fonctionne relativement bien, mais pareil, on se détache vraiment du tome 2 et je trouve quand même que c'est vachement dommage parce que le côté féerique était quand même assez intéressant. Bon, dans tous les cas, c'est quand même revenu sur le tapis heureusement, parce que c'est quand même un petit peu l'objectif de ce monde-là. Mais je trouvais quand même que c'était dommage d'être parti là-dessus. Après, bon, ça a été quand même un petit peu plus... ça a quand même été un petit peu mieux amené, puisque en réalité, on avait ce délire où on avait le point de vue plutôt des 4 frères et sœurs et pas le point de vue de Caspian. C'est juste que voilà, quand le nain à la Trompillon avait donné l'histoire, il avait expliqué un petit peu le truc, mais c'est arrivé justement de manière indirecte. Par contre, c'est clair que l'histoire, le début du fait que voilà, ils arrivent sur le truc, sur l'île, etc., et qu'ils découvrent Ker Paravel, etc., ou Ser Paravel, je sais pas comment ça se prononce, c'était un petit peu long. Comme je l'ai dit, les trucs descriptifs, quand je parle de voyage, c'est plus en mode exploration, etc., et clairement le début, mais il était vraiment soporifique, quoi. Donc le début, je me suis vraiment fait chier. Et par contre, quand Trompillon a commencé à se pointer, qu'il a raconté son histoire et qu'ensuite ça a commencé un petit peu à évoluer, là j'avais quand même trouvé que c'était assez chouette. Après, par rapport justement à cette résolution, en fait c'est Peter qui, juste dans un combat de boxe, finalement, bah, il arrive à remporter le duel et qu'il arrive à renverser le pouvoir grâce à ça. Bon, j'ai trouvé quand même que c'était un petit peu facile. Alors, il n'était pas tout seul. Là, il y avait également tous les dryades, etc. à côté qui ont un petit peu terroriser la ville, enfin les villes même de manière générale. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, Slan était présent et il avait un impact, donc je trouvais quand même que c'était un petit peu chiant. S'il avait vraiment envie de régler le problème, en fait, ils n'avaient pas besoin de Peter, Edmond, Lucie et Suzanne. Ils pouvaient simplement se pointer, rugir à tout le monde et du coup, il fait dégager tout le monde. Sachant que c'est lui en plus qui a littéralement résolu le problème aussi, puisqu'il a créé une porte qui a emmené les Telmarins vers leur planète d'origine. Donc là en l'occurrence c'était la Terre. Donc voilà, on s'éloigne davantage du côté fantasy pour revenir un petit peu du côté Moyen-Âge classique. Je trouve que c'est pas fameux avec les humains carrément. Et en plus encore une fois Aslan qui est là pour résoudre absolument tout. Ça m'a fait chier. C'est à ce moment-là que j'ai compris que voilà, Aslan était quand même beaucoup trop important et que ça faisait peut-être un petit peu de trop par rapport à lui. Le prince Caspian, clairement, j'ai pas spécialement trop apprécié. Alors, je l'ai trouvé quand même correct, un petit peu comme le 3e tome, hein, finalement. J'ai trouvé que voilà, qu'il était un petit peu pareil, même si j'ai préféré le tome 3 à certains passages, notamment la fin, mais le tome 4 je l'ai préféré par rapport au milieu, notamment par rapport aux histoires qui se passaient, parce qu'au moins il n'y avait pas autant d'exploration, même si justement ce tome 4 en réalité il m'a un petit peu plus saoulé en vrai par rapport au tome 3, genre seulement de m'en souvenir, parce qu'en fait il y a certaines séquences qu'on voit de certaines scènes où ils font une chose pour finalement l'annuler par après. Par exemple, à un moment donné, ils avaient 2 possibilités, soit suivre le lion que personne ne voyait parce qu'il y avait que Lucie qui le voyait, ou alors un autre passage que Trompillon avait donné. Et donc ils ont voulu continuer, ils ont voulu suivre finalement le fleuve en fait, si tu veux, jusqu'au pont de Beruna. Le truc c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait des gardes qui étaient postés et tout et que c'était pas bon, donc ils ont fait demi-tour et en fait ils ont refait le trajet inverse. Donc en fait ils se sont déplacés jusque là pour finalement revenir sur leurs pas et passer finalement par le chemin où il avait le lion. Donc en fait on a perdu du temps littéralement pour rien. Alors c'était quand même justifié le fait que voilà il y avait pas ils voyaient pas le lion et que du coup ils avaient un petit peu douté de Lucie. Oui,
ok d'accord, c'était quand même justifié. D'ailleurs il y avait quand même une belle évolution avec Edmond qui lui avait pris le parti de Lucy par rapport à la leçon qu'il avait apprise dans le tome 2. Mais en même temps les deux autres auraient dû également se dire que peut-être que Lucy elle ment pas et faudrait peut-être l'écouter, puisque la première fois qu'elle avait dit ça dans le tome 2, finalement elle avait raison. Donc peut-être que ça aurait été bien d'écouter un petit peu plus son avis. Alors en même temps, encore une fois, je dis c'est logique, hein. Je dis pas que c'est illogique, mais juste d'un point de vue factuel, on a suivi toutes ces expéditions-là, et moi comme ça me fait chier le délire d'expédition avec cet auteur-là, automatiquement c'était lourd, pour en plus se le taper en aller-retour, quoi. Et encore une fois que ça a servi à rien. Donc vraiment, voilà, j'ai trouvé quand même que c'était vachement dommage. Peut-être que je le mettrai quand même un petit peu en dessous que le 3 à cause justement de ces quelques petits problèmes, mais après je l'ai quand même trouvé au minimum correct. Je dis pas qu'il était mauvais, au contraire j'ai trouvé qu'il était quand même au minimum correct, mais c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus la grande folie. Alors que justement le tome 5, l'Odyssée du passeur d'aurore, lui par contre il m'a fait chier du début jusqu'à la fin. Alors ok d'accord, quand il y a eu la découverte également avec Eustache etc, bon ça ok d'accord, le début était quand même relativement sympa, mais par contre quand ils ont commencé à faire le délire des 7 îles, enfin des îles qui sont arrivées au fur et à mesure, il y avait que d'expéditions fatalement, automatiquement j'ai pas aimé, hein, parce que j'aime pas les expéditions, donc ça change pas forcément. D'autant plus que là, il y a certains... En fait là c'est beaucoup plus abstrait, parce que tu n'as pas d'ennemis que tu peux voir, tu n'as pas de figures maléfiques que tu peux combattre. En fait leur objectif est juste d'aller d'un point A à un point B, et il n'y a pas de combat, il n'y a rien. Enfin si, parfois il y a des combats etc, mais ce que je veux dire, en réalité même pas, non, en réalité il n'y a aucun combat maintenant que j'y pense, il y a vraiment que dalle comme combat. Dans le 1, bon, même si c'était juste pour poser, pour planter la plante, si tu veux, et ensuite se barrer, au moins tu savais qu'il y avait une figure maléfique, jadis, la sorcière blanche. Quand tu as le tome 2, bon là t'as carrément les pleins pouvoirs de jadis, donc forcément là c'est clairement clair, c'est l'entité maléfique. Il y a eu un combat également par rapport à elle. Dans le tome 3... donc là c'était par rapport au Calormen, là le fils comment ça s'appelle, enfin c'est comme l'équivalent du Taj Mahal, mais voilà c'est son fils. Donc il y avait encore une entité pas maléfique, hein, mais voilà il y avait un ennemi si tu veux. Dans le tome 4 c'était Miraz, donc encore une fois il y a une entité que tu dois combattre. Ici on a aucun. L'objectif, c'est la quête, c'est simplement de récupérer, enfin d'aller voir, d'aller explorer ce qui se passe à l'est, et de comprendre ce qui se passe par rapport aux 7 seigneurs qui y ont été envoyés. Par rapport à Miraz qui voulait un petit peu régler certains problèmes, et donc il avait envoyé au casse-pipe ces 7 seigneurs là pour conserver le pouvoir, enfin bref, c'est tout le délire du tome 4. Mais du coup voilà, l'objectif c'était de découvrir un petit peu qu'est-ce qui était arrivé aux 7 seigneurs, et il y en a qui étaient quand même assez sympas, notamment le truc avec le tout premier avec les îles solitaires qui était relativement chouette à suivre. En même temps c'est la première île, donc le fait que tu passes d'île en île, forcément c'est censé être de plus en plus épique, c'est totalement normal, mais en même temps niveau epicness on était pas forcément déjà c'était pas tellement exponentiel non plus. Par exemple le truc avec le lac là qui transforme en or, il était pas spécialement plus épique qu'avec le dragon par exemple, donc j'ai trouvé limite que le truc du dragon était un petit peu plus intéressant, donc autant intervertir pour avoir quand même quelque chose un peu plus à moins qu'il se passait quelque chose avec le lac, mais il se passait rien avec le lac, donc forcément le mettre là ça faisait un petit peu étape juste secondaire si tu veux. En plus par rapport aux ennemis, comme je te dis, il y en a pas vraiment, enfin l'ennemi par rapport aux îles solitaires, c'est, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le roi en gros de ce truc, enfin le gouverneur du truc. Ça se règle en un claquement de doigts. Donc quelque part c'est un petit peu dommage par rapport à du bluff en plus, donc un peu honte à lui quelque part. L'île suivante c'était par rapport à l'île du dragon si je me souviens bien, et là pour le coup c'était quand même assez intéressant. Le problème c'est que c'était quand même assez rapide. Quand je t'avais parlé justement de côté émotionnel etc qui était assez mal retranscrit par moment, typiquement avec Edmond dans le tome 2 c'était quand même assez bien fait, mais ça avait pris quand même du temps. Là le truc c'est que bon après ça avait pris du temps, mais c'était quand même assez détaché, donc c'était quand même pas ultra émotionnel non plus, mais au moins on ressentait quand même un petit truc. Là par rapport à Eustache, j'ai trouvé que c'était trop soudain, puisqu'en fait par rapport à l'auteur quand il l'avait écrit, Eustache il avait compris que en fait il était aimé, et qu'en réalité il allait quand même être aidé avant même d'être aidé. C'est à dire que quand il s'était transformé en dragon, il avait littéralement écrit que dans tous les cas Eustache il savait qu'il était aimé et tout, et ensuite seulement il a demandé de l'aide à sa famille. Mais j'aurais trouvé que ça aurait été plus intéressant de le faire à l'envers, que d'abord il demande de l'aide à sa famille, que il y a les autres dont
ils n'avaient pas envie de l'aider puisque c'est un dragon, donc forcément ils captent pas. Et ensuite ils arrivent finalement à comprendre que c'est quand même Eustache. D'ailleurs ils l'ont trouvé un petit peu facilement, j'ai trouvé. Est-ce que ça aurait pas été plus simple simplement qu'il a un objet, un collier ou une connerie comme ça pour au moins comprendre que c'est lui? Je pense que ça aurait été quelque part un petit peu mieux. C'est même pas ça le plus important. Le plus important pour moi c'était le fait que tout simplement qu'ils comprennent la leçon, mais après, c'est-à-dire qu'il se fait aider par sa famille et finalement même ses amis, et qu'ils se rendent compte quand justement que justement il ne s'est pas fait abandonner ou quoi, qu'il se rend compte seulement à ce moment-là. Ça aurait été quand même un petit peu plus touchant et un petit peu plus cohérent aussi. Là ça se pose vite fait sur la table, ça se fait un peu dans le désordre, et je trouve que en plus que ce soit pas très cohérent, en plus ça manque cruellement d'émotion, tu vois. Donc pourtant le délire de l'île était quand même bien, mais j'ai trouvé quand même que c'était assez dommage. J'ai trouvé aussi que c'était d'autant plus dommage qu'en fait on n'ait pas eu le point de vue plutôt de Lucie et d'Edmond avec Caspian, etc. Et qu'on découvre tout ça avec le délire du dragon qui se transforme, enfin de Eustache qui s'est transformé en dragon, qu'on découvre plutôt après. Parce que là le truc c'est que là maintenant il l'a fait un petit peu dans l'ordre, sauf que du coup il nous a un peu tout raconté, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage aussi. Quand je te dis qu'il y a des problèmes d'ordre par moment, c'est quand même assez dommage, parce que ça impacte en fait vraiment la tension de l'intrigue. Et le problème de ce tome, c'est que comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de tension, parce qu'en fait il n'y a pas d'ennemis. Ok, le dragon c'est une étape, mais c'est pas un ennemi puisqu'ils combattent pas Eustache. Pareil avec le lac forcément il faut juste l'esquiver, donc c'est pas un ennemi. Il y avait quand même ce délire avec Caspian et Edmond qui devenait un petit peu fou, etc. Enfin, c'était surtout Caspian qui devenait fou. Ok, d'accord, ça c'était quand même intéressant, sauf qu'en fait ça s'est évacué en un claquement de doigts, tu vois. Un petit peu comme avec le truc d'esclavagisme sur la première île. Il y avait des bonnes idées, le problème c'est que ça a juste été survolé, et comme tu t'y attardes pas plus que ça, tu peux pas trop apprécier ce qui se passe. Et comme je le dis, le gros problème également c'est que il y a pas d'entité, il y a pas déjà il y a pas de combat du tout. Il y a aucune guerre par rapport à un ennemi ou un truc comme ça, quoi. Le truc le plus maléfique, c'était la partie qui était plongée dans le noir, etc. Sauf qu'en fait le problème c'est que ça a été expédié très facilement. T'avais l'un des seigneurs qui s'est pointé sur le bateau, qui avait un petit peu donné des conseils en mode attention, faut se barrer, tout ça. Le souci c'est qu'ils ont réglé le problème super facilement, puisque c'est juste un aigle qui est venu et qui leur a montré la voie, mais très gratuitement, tu vois. Je me suis même demandé si c'était pas Aslan lui-même qui l'avait envoyé, ou peut-être que c'était lui qui s'était carrément transformé. Il aurait pu se transformer aussi, hein. Tu lui donnes tous les pouvoirs, c'est Dieu, donc il prend l'apparence du lion, mais il pourrait prendre l'apparence de n'importe quoi en fait, n'importe qui. Donc peut-être que c'était lui-même, la chouette là. Enfin, c'est pas une chouette, je sais plus ce que c'était, un aigle, je pense, mais bref. J'ai trouvé quand même que ça manquait cruellement d'intérêt. Et la dernière île, bon, alors il y avait un petit côté mystérieux et tout qui était intéressant, et on a aussi découvert un peu le lore avec les étoiles, etc. Mais encore une fois, il y a rien. Moi au début je me suis même dit que peut-être c'était eux les méchants et qui c'était des puissants magiciens, des trucs ainsi, mais même pas. Ils sont juste dans l'attente, et il faut que simplement ils partent à l'extrémité est pour découvrir Aslan, et qu'il y en a un qui reste là. Encore une fois, résolution quand même qui était très rapide. Je me souviens qu'il y avait quand même un combat, c'est vrai, il y avait le combat avec le serpent de mer. C'est vrai que j'avais quand même un petit peu oublié, mais en même temps c'était tellement rapide, et surtout ça prenait tellement peu de place par rapport à tout le reste, quoi. Je veux dire, il y a tellement d'îles, au final il y a tellement eu peu d'intérêt que en réalité c'est vraiment épisode filler en mode tu t'en fous. Limite tu passes du tome 4 au tome 6, ça change rien. Alors que pourtant ça a été écrit à la suite, hein. C'est pas comme avec le neveu du magicien. Non, là ça a vraiment été écrit, ou même le cheval et son écuyer, ça a pas été écrit après, tu vois. Ça a vraiment été écrit, enfin si après, mais je veux dire ça a été écrit au fur et à mesure, quoi. Donc j'ai trouvé quand même que c'était un petit peu con de sa part d'avoir fait un truc comme ça, quoi. Je trouvais que ça manquait quand même cruellement d'intérêt. Et la finalité, bon, là pour le coup, ouais, c'est Aslan et tout, mais c'est pas vraiment Aslan qui résout le problème, puisque en fait il y a pas de problème. Donc à partir de là, juste Ripichip il reste là, et eux ils retournent à leur monde normal, et c'est tout. D'ailleurs le délire aussi avec le tableau, etc. Enfin ok d'accord, c'est un peu sympa tout ça, mais en même temps c'est un peu bizarre. Encore une fois ça fait vraiment tome filler en fait. Si tu fais une série là-dessus, tu pourrais clairement le mettre pour gagner du temps, tu vois. Le problème c'est que faire un tome
complet de 200 pages pour juste gagner du temps. Enfin, lui, il en a pas besoin de gagner du temps. Il a pas un contrat avec une chaîne de télévision qui l'oblige à faire 50 épisodes, tu vois, à faire 7 tomes. S'il veut en faire 7, il en fait 7. Bon, après, je connais pas son contrat. Si ça tombe, il avait une maison d'édition qui était un peu... qui lui avait obligé à écrire 7 tomes, mais je pense pas. Enfin, si c'est le cas, du coup, ça explique, mais je trouve que c'est dommage, ça aurait pu quand même être mieux fait, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le plus mauvais. C'est le plus mauvais parce qu'en fait, on ressent rien. Il y a déjà un manque cruel par rapport au côté émotionnel, comme j'ai dit, parce que c'est quand même assez distant, assez froid ce qu'il donne. Il est plus concentré sur les descriptions que sur que sur les personnages en lui-même, même si parfois il les gère quand même bien, mais d'un point de vue émotionnel, il le retranscrit quand même assez mal. Et quand en plus, si tu ajoutes à ça le fait que tu aies une intrigue qui n'a pas de problème en soi, enfin qui a un problème mais qui n'est pas spécialement ultra épique ou qui n'est pas tellement prenant, bah du coup il a un peu tout perdu, quoi. Donc pour moi le tome 5 c'est clairement le plus mauvais. Franchement, s'il y en a un que vous pouvez éviter, c'est celui-là, hein, et de très très loin. Juste pour vous dire, hein, ça m'a pris presque une semaine, ça m'a pris je pense 4 ou 5 jours pour lire le tome 5, alors qu'en réalité ça c'était pas censé prendre beaucoup de temps. Je lisais à coup de 2-3 chapitres, mais c'était vraiment c'était très très fastidieux pour moi de le terminer, alors que typiquement le tome 1 je l'ai lu en un jour. Le dernier tome, je l'ai lu en 2 jours. Et encore, j'ai lu en 2 jours parce que j'avais pas trop lu, j'avais pas beaucoup de temps. Alors que sur le tome 5, j'avais tout mon temps, mais c'est juste que j'avais pas envie de lire, ça me faisait chier, quoi. Vraiment pour vous dire à quel point j'étais à 2 doigts vraiment de la panne de lecture, même. Hein. Je me suis dit, est-ce que j'abandonne? Parce que vraiment, si le tome 6 et le tome 7 ils sont pareils, mais je me tire une balle, quoi. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Justement, il a quand même été beaucoup mieux pour le tome 6 et le tome 7. Tome 6, déjà, j'ai beaucoup apprécié. Parce que pareil, un petit peu à l'image du tome 3, Aslan n'a pas résolu le problème. C'est eux et eux seuls qui ont géré le truc. C'est Rilian qui a tué la sorcière. Ils se sont enfuis tout seuls. Il n'y a pas Aslan qui est sorti du fond de ton cul pour ouvrir un portail. Non, ils se sont débrouillés du début jusqu'à la fin. Et ça me frustre d'ailleurs d'autant plus parce que quand tu vois ce qu'il fait avec le tome 6, bah, c'est dommage qu'il a pas fait la même chose avec les autres tomes en fait. Parce que vraiment ça aurait pu être vraiment 1000 fois mieux. Alors il y a toujours ce problème, hein, par rapport au côté émotionnel et tout, et même par rapport au côté exploration aussi, bon voilà, même si par moment le côté exploration j'ai trouvé quand même qu'il était beaucoup plus intéressant, parce que justement contrairement au tome 3 et 4 par exemple, ou même le tome 5, même si le tome 5 non ça va, il y a quand même des trucs un petit peu magiques etc, mais c'est un petit peu dans la continuité finalement du tome 5, il y avait quand même des trucs qui étaient quand même un peu chelous, genre le monde d'en bas, la cité des géants avec justement le délire où ils voulaient bouffer les humains, enfin les enfants et tout le délire avec le géant le lac et également qui était souterrain, la ville souterraine, etc. Enfin bref, tout ça c'était quand même super intéressant, c'était même sacrément stylé je trouvais. Et justement par rapport à la cité des géants, avec ce délire, bon moi je l'avais capté à des kilomètres, hein, que les géants c'était pour les bouffer, parce que on le sentait à des kilomètres avec ce que la meuf elle a dit, tu vois. Quand elle a dit dites aux géants que vous venez de ma part, que je vous envoie ces 2 enfants pour le festin d'automne, j'ai compris directement que c'était eux qui allaient servir de festin, tu vois. Mais j'avais quand même trouvé que c'était bien amené, bien fait par rapport justement à tout ça. J'avais quand même trouvé que c'était quand même plutôt bien, même si moi j'avais pas la surprise, c'était quand même plutôt cool, et on ressentait même quelque part un petit peu l'horreur avec ce délire de recettes, etc. Donc j'avais trouvé quand même que c'était assez bien fait pour le coup. Franchement, bah, le tome 6, encore une fois, c'est l'un des meilleurs. J'ai même envie de dire que c'est le meilleur, parce que contrairement au tome 2 et au tome 7, bon, le tome 7 il est un petit peu particulier, on va vite fait y venir, mais au moins lui, c'est vraiment du début jusqu'à la fin, il n'y a pas Aslan. Enfin si, il y avait quand même Aslan qui était là pour donner la quête si tu veux, mais il a rien résolu du tout. Il n'a pas servi de Deus Ex Machina, il a servi de tremplin pour l'histoire, mais il n'a pas servi de résolution. Et ça pour le coup j'ai trouvé que c'était top. Encore une fois ça m'a vraiment frustré de me dire que dans le tome 6 il y a ça et qu'il n'y avait pas ça dans les autres trucs. C'est vraiment dommage qu'il a pas fait la même chose dans le tome 2 par exemple. Enfin, après le tome 5 pour moi il sert à rien, et le tome 3 bon c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment Aslan le problème, et Aslan il est plus problématique plutôt dans le tome 2 et dans le tome 4. Donc j'ai trouvé quand même que c'était vachement dommage qu'il avait pas fait la même chose. Après bon j'ai quand même un petit regret par rapport au combat, que finalement le combat en fait si il
sait raconter une bataille, puisqu'il l'a quand même fait, il a quand même assez bien fait, j'avais trouvé dans le tome 3. Mais par contre, la bataille ici, elle a été tellement rapide, la bataille contre la sorcière. Alors après, il y avait ce délire avec les nains, etc. etc. Mais en réalité, j'avais aussi pressenti que, en fait, ils étaient contents, tu vois. Donc quand il y a eu la résolution, bon, j'avais quand même été dedans, hein, je me suis dit peut-être que j'ai tort, tu vois. Mais bon, quand il y avait la résolution, je me suis dit, bah ouais, finalement, en fait, j'avais raison. Et surtout, ça annule un petit peu le tout, quoi. Donc toute la tension qui avait été générée par rapport à son peuple, finalement, c'est logique, hein, encore une fois, c'est logique, mais du coup, la tension était atténuée. C'est ça que j'ai trouvé quand même qui était assez dommage. Et par rapport au dernier tome, le tome 7, avec donc la dernière bataille, donc, j'ai trouvé aussi bien, honnêtement, mais après, lui, il est vraiment particulier parce qu'en fait, c'est vraiment la fin. Enfin, c'est la fin de la saga, mais c'est aussi la fin du monde. Et même la fin, par contre, j'ai été un petit peu même sur le cul, je m'y attendais pas trop. Même si pourtant il y avait quelques signes et je me suis dit, ouais, je vois pas d'autre explication que ça. Mais en même temps, c'était un truc tellement abusé que je me suis dit, ça allait pas être ça. Mais finalement ça l'a été, tu vois. En fait, par rapport à toute l'histoire, etc., j'avais quand même trouvé que c'était assez intéressant. Après, moi, le regret que j'ai un petit peu à l'image de l'histoire avec l'île du dragon dans le tome 5, le regret que j'ai, c'est que en fait, ils t'ont tout raconté. C'est-à-dire que l'histoire avec le singe et l'âne, en fait, c'était les premiers chapitres. Et j'ai trouvé que c'était dommage qu'il avait pas fait comme avant. C'est-à-dire que on suit directement les enfants et qu'on suit en fait le point de vue des enfants qui viennent justement à Narnia et où en fait ils essaient de régler le problème, ils arrivent justement à le faire. N'étant dans le monde de Narnia, ils découvrent ce qui s'est passé depuis, puisque comme le temps évolue, qu'il évolue pas en même temps, qu'ils auraient pu justement découvrir un petit peu comme ils ont fait avant, tu vois. Dans le tome 4 c'était pareil, et même dans le tome 5 quand tu vois dans le tome 4 pardon, quand tu vois dans le tome 4 qu'il y a Cair Paravel avec leur château, etc., mais qui est complètement en ruine, comme s'il y avait des centaines d'années qui s'étaient écoulées. En fait, il y avait vraiment des centaines d'années qui se sont écoulées, tu vois. Et j'ai trouvé justement que c'était bien de découvrir ce qui s'était passé entre temps, mais de manière un petit peu mieux amenée par rapport justement à Trompillon qui avait expliqué leur histoire. J'aurais apprécié que ce soit un truc comme ça, tu vois. Alors ok, d'accord, ça aurait fait un petit peu copier-coller, mais au moins la tension fonctionnait quand même. Là le truc c'est que comme t'avais toutes les cartes au début, en fait tu t'es dit je connais l'histoire, donc malheureusement c'est pas malheureusement il passe à côté d'un truc, tu vois. Après, en faisant de cette manière, ça a quand même donné quelque part un intérêt pour l'âne, puisque du coup voilà, même pour le singe, parce que du coup tu ressentais un petit peu plus d'émotion par rapport à eux. Par rapport au singe, t'étais quand même en colère, et par rapport à l'âne, bon, tu t'es dit que voilà, il était un petit peu con. Mais en fait, je trouve que ça aurait quand même fonctionné même si on l'avait pas eu, en fait. J'aurais quand même trouvé que ça aurait fonctionné. Et on aurait même pu plus se rapprocher de leur point de vue par rapport à l'âne, où on se serait dit que l'âne, en fait, il est comme le singe, donc c'est un connard. Mais en réalité, tu découvres que non. Et toi, en fait, tu le sais que c'est pas un connard, puisque t'avais toutes les infos au début. Alors que si tu les avais pas eu, t'aurais pu avoir ce même effet qu'avec Edmond, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses que c'est un enculé, mais en fait non. Je trouve que ça aurait mieux fonctionné dans cet ordre-là personnellement. Après, sinon, par rapport à tout le reste, j'avais quand même apprécié l'histoire de manière générale, même la quête de Tyrian, etc., etc. J'avais quand même apprécié la quasi-totalité, je vais dire, hormis, encore une fois, le même problème, c'est Aslan, hein, comme je le dis, il est là tout le temps, c'est insupportable. Après, là, justement, il y avait quand même un intérêt par rapport à Tash. Parce qu'en gros, Tash, c'est une entité, mais qui est un peu démoniaque, mais c'est un peu le dieu des Calormen, si tu veux. Et du coup, tu te demandais est-ce qu'il existe pas, et en fait, à la fin, tu te rends compte qu'en fait, oui, il existe bel et bien. Mais le truc, alors, il y a eu le combat épique à la toute fin avec les Calormen et tout, qui était quand même assez intéressant, mais je me suis dit, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu un vrai combat contre Tash. En fait, Tash, si tu veux, c'est un peu le diable, tu vois. Genre, si Aslan, c'est Dieu, lui, c'est le diable, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu un combat épique par rapport à Tash, voire même, si tu voulais faire venir Aslan pour régler le problème, au lieu de le mettre sur tous les autres tomes avec le lion, etc., le lion à sourcils blanches, l'armement magique et tout le bordel, où il résout tous les problèmes trop facilement, là en fait il aurait pu régler le problème par rapport à Tash lui-même, parce que là au moins il aurait été à la même hauteur que lui, tu vois. T'aurais même pu faire un combat ultra épique entre le lion et le vautour, et là ça aurait été ultra stylé de zinzin, tu vois. Là je trouve que ça aurait été ultra stylé. Par contre, vu comment il l'a fait, en fait c'est un petit peu passé sous la trappe, et finalement ça a pas été spécialement très épique.
je trouvais. En fait, on a retiré tout le côté épique. Le côté épique par rapport à la guerre avec les Calormen et tout, il était là. Ça, c'était que ça fonctionnait quand même. Mais je trouve que c'est dommage, en plus, pour la dernière bataille, je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas monté d'un cran, tu vois. On a déjà eu des batailles un petit peu comme ça. Après, oui, bon, il y avait certaines batailles qui étaient un peu moins bonnes que d'autres. Le truc du tome 2, en réalité, la dernière bataille, elle était nulle à chier, puisque Aslan, il a tout réglé. Donc oui, c'est vrai, mais après, il faut pas non plus se référencier à la médiocrité, tu vois. Tu te bases pas sur un référentiel de médiocrité. Tu te dis pas, ah bah il a fait ça à ce moment-là, bon bah là c'était mieux, alors c'est bien. Non, c'était nul à chier avant, là c'est mieux, mais c'est pas non plus la folie, quoi. J'avais quand même un petit peu cette déception-là, parce que je me suis dit que vraiment ça aurait pu être un truc incroyable. Imagine juste, Tash est dans la cabane, donc comme c'est le cas en fait, hein. Mais imagine juste... La cabane en fait à un moment donné aurait explosé et t'aurais découvert qu'il y a réellement Tash, ou alors même que Tash limite il serait venu des flammes du feu là au milieu de la colline. Ça aurait fait en plus un petit peu en mode enfer, etc. Enfin bref, t'aurais même pu développer peut-être d'autres trucs par rapport à ça, qui est un autre monde démoniaque, enfin bref, t'aurais pu partir sur d'autres trucs qui auraient pu rendre l'histoire encore plus épique qu'elle ne l'était. Et c'est là où je trouve quand même que c'était un petit peu dommage. Après, par rapport à la résolution, bah en fait j'étais quand même pas mal sur le cul, parce que je m'attendais pas à ça. Déjà, ce tome-là, c'est la première fois qu'on a un tome qui soit aussi violent. Genre Eustache en réalité c'est un gamin, et pourtant il a quand même buté un mec. Je veux dire, il a tué quelqu'un. Limite ça passe comme une lettre à la poste, alors qu'en réalité bon, on connaît pas réellement l'âge qu'ils ont, mais ça reste encore un gamin, j'imagine. Parce que dans notre monde à nous, le temps passe énormément plus lentement. Genre un an c'est des siècles, voire des millénaires par rapport au monde de Narnia. Et il n'y a pas eu tant d'années que ça qui se sont déroulées entre le tome 6 et le tome 7. Et dans le tome 6 ce sont des gosses. Donc pour moi dans le tome 7 ce sont des gosses aussi. Donc si Eustache il a buté un mec, c'est-à-dire qu'il a buté un adulte déjà, un barbare qui était entraîné, alors que lui c'est un gamin. Bon ok d'accord, il a pu s'entraîner etc, ok d'accord très bien, mais bon l'évolution je trouve qu'elle est un petit peu trop rapide. Au moins par rapport aux 4 frères et sœurs il y a quand même une certaine logique, parce que eux ils ont passé plus de 30 ans dans Narnia. Bon après c'est un petit peu moins logique que quand ils soient sortis ils soient redevenus enfants, mais bon bref ça on va y passer. Au moins il y a quand même cette logique de ils ont quand même vécu quelque chose. Alors que Eustache en réalité oui il a vécu quelque chose hein, mais il a pas réellement combattu. Il a pas vécu 30 ans. Il a été 2 fois certes, mais déjà la première fois il a rien battu du tout, puisque bah, il était un peu la poule mouillée du groupe. Et dans le tome 2 il s'est montré beaucoup plus courageux certes, mais il a rien combattu non plus. Que c'est Rian qui a tout fait. Enfin bref, j'avais trouvé quand même que ce dernier tome était quand même un peu plus noir, ce qui est pas forcément plus mal. Mais par contre, est-ce qu'il serait pas un petit peu trop noir, parce que la fin elle est quand même costaud hein. Enfin, je veux dire, on parle quand même d'enfants qui sont morts, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Aslan, il t'a balancé le truc, ouais, votre train, vous avez eu un accident de train, vous êtes mort. Je me suis dit, waouh, le mec, il te le balance ainsi, en plus, c'est choquant, en fait. En réalité, il te le balance ainsi, en plus, avec son monde merveilleux, qui est clairement le paradis, en fait, hein. Mais avec son monde merveilleux, qui est le vrai monde, et pas l'ombre, etc., etc. Alors, ok, d'accord, je vois le parallèle avec le parallélisme avec le paradis et tout, c'est quelque part un petit peu cool, tu vois. Mais en même temps, c'est tellement violent. Et j'ai même envie de te dire, quitte à aller dans la violence, autant aller au maximum. Bon après quand tu lis Narnia, en règle générale tu lis plutôt un truc par rapport à des animaux parlants, avec de la magie, des trucs comme ça. Clairement j'aurais préféré ma résolution avec Tash qui affronte Aslan typiquement, tu vois, à la toute fin. Enfin Tash qui débarque, qui affronte Calormen par exemple, et qui finalement bon détruit un petit peu le monde, et donc Aslan débarque pour protéger le monde du diable quelque part, tu vois. J'aurais préféré ma résolution, et voilà, que limite tout se termine bien, parce que moi je préfère quand il y a des happy end. Là pour le coup c'est, enfin il te le met en mode happy end, mais en réalité non. C'est badant de zinzin. Moi je me suis pas senti bien hein. Heureusement que j'ai pas des tendances que je suis pas en dépression ou autre hein, voire des tendances suicidaires, parce que vraiment c'est badant, je trouve. Vraiment c'est badant. Sachant qu'en plus tout le truc en fait c'est vraiment limite, c'est littéralement un conte de fées. À chaque fois ça se termine bien, etc. À chaque fois on voit qu'il y a de la magie féerique, tout ça. Ça sort un petit peu de nulle part, le délire où en plus il tue tout le monde. Il détruit le monde. C'est lui qui appelle le géant-temps, et c'est lui qui accélère tout le monde de Narnia, et qui tue tout le monde. En fait quand les animaux, quand tous les habitants débarquent, en fait c'est en mode fantôme. En fait ils sont déjà tous morts. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie de malade mental que c'est, putain de merde. Le truc fonctionne quand même bien, tu vois. Même si du coup je me dis, est-ce que c'est un petit peu logique le délire du train? Parce que ça fait vraiment un peu en mode Harry Potter qui à la fin des 7 tomes se réveille sous l'escalier, où en fait il arrivait de tout, tu vois. Alors pas vraiment, au moins il y a quand même une évolution. Mais du coup tu
poses des questions, tu te dis bon, est-ce que dans le tome 7, est-ce qu'ils ont rêvé en fait? En soi, Peter, Edmond, etc., eux ils sont morts dans le train, mais c'est pas le cas des autres. Donc ils sont morts comment? J'imagine qu'ils sont morts parce ils sont rentrés dans la cabane. Mais donc il y avait quoi concrètement dans la cabane? Parce que quand ils sont rentrés dans la cabane, quand on a vu le point de vue de Tyrion et qu'il est rentré de Tyrion pardon et qu'il est rentré dans la cabane, c'est comme si en fait c'était une porte magique qui t'emmenait directement au paradis en fait. Alors qu'en réalité non, parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. D'ailleurs on a vu ce qui s'est passé, parce qu'il y avait le truc avec Tash, etc. Et l'autre également. Personne n'a tué Tyrion, tu vois. Enfin ça s'est fait un petit peu de manière floue. Il y a plusieurs concepts qui sont rentrés en même temps, qui se sont un petit peu chevauchés. Et du coup je trouve quand même que quelque part c'est pas... ça aurait dû être selon moi mieux fait. Genre simplement si t'as envie vraiment de rentrer dans l'horreur, bah dans ce cas-là il rentre dans la cabane, il voit l'horreur de Tash et du coup il se fait tuer. Et ensuite si tu veux le mettre un peu en mode poétique, il peut fermer les yeux et ensuite quand il les ouvre, il est dans le monde quand il est au paradis et ensuite il comprend ce qui s'est passé, etc. Mais ça me semblait quand même important d'avoir au moins ce début, tu vois, parce que là du coup ça fait un peu en mode bah le paradis en fait c'est si t'y crois pas, bah tu restes dans la cabane, alors qu'en réalité non. Enfin, ou peut-être que c'est le cas et peut-être que j'ai un peu mal compris, mais enfin pour moi c'était un petit peu flou et ça aurait pu être mieux fait. Déjà ça aurait pu être mieux fait d'un point de vue clarté, déjà par rapport à ce que simplement l'auteur avait en tête, mais au-delà de ça, par rapport à ce que l'auteur avait en tête, franchement moi je suis clairement pas fan, hein. Clairement j'aurais préféré 1000 fois que encore une fois que qui est mon idée. Après quand je dis ça, c'est pas en mode je me la pète, je suis meilleur que l'auteur, mes idées sont les meilleures, c'est pas du tout ça. Si vous avez d'autres idées d'ailleurs, n'hésitez pas à me les faire part dans l'espace commentaire, et je suis persuadé qu'il y aura d'autres idées, il y a plein d'idées en réalité, hein. Moi je te propose juste le truc que moi j'ai pensé, mais après tu peux partir dans tous les sens. Mais le sens par contre que l'auteur a choisi, bah, c'est l'un des sens qui me plaît moyennement. Après bon, dans tous les cas voilà, c'était quand même relativement sympa et tout, mais je trouve que c'est giga triste quoi. Je veux dire, c'est comme si je te disais par rapport à Harry Potter, tu peux me dire ouais mais Antox dans Harry Potter il y a un peu le même délire où au début c'est quand même magique et au final à la fin ça part, il y a des meurtres, etc. Oui, sauf que bon ça s'est fait en 7 tomes, tu me diras c'est pareil aussi ici, mais surtout ça a été beaucoup plus progressif. T'as ressenti l'évolution dans chaque tome. Chaque tome était poussé un petit peu plus loin dans l'adulte et dans l'horreur pour arriver justement à l'apothéose dans le tome 7. C'est pas arrivé genre dans le tome 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il y a que des trucs positifs, bien mignons, contes de fées, tout ça. Et à la fin du tome 7, là par contre c'est de la merde. Et j'ai même envie de te dire, tout le tome 7 en fait est négatif. Parce qu'en fait t'as littéralement les Calormen qui sont en train d'envahir Narnia. Et ils ont perdu en fait. En fait tout est négatif et justement ça sort tellement de nulle part. T'es tellement pas habitué que forcément ça te donne un effet très bizarre. Tu vois ce que je veux dire? C'est surtout ça moi en fait que j'ai envie de dire. C'est surtout que ça a pas été progressif. Si t'avais vu au moins au fur et à mesure que justement il y avait des trucs qui se passaient, etc. Par exemple je sais pas moi que Eustache serait mort au tome 5 par exemple ou au tome 6. Enfin qu'il y avait eu des séquelles ou des trucs comme ça, que ça aurait été un peu plus appuyé là-dessus, je t'aurais dit ok pourquoi pas. Mais là ça a pas été le cas quoi. Bon comme je l'ai dit, je reste quand même déçu de la fin. Mais après, la fin elle est moins décevante par exemple que le tome 5 hein. Là c'est juste parce que moi je m'attendais pas à ça et j'ai quand même trouvé que le ton était différent si tu veux. Mais après bon voilà, c'était quand même relativement chouette à lire, même si c'était badant pour le coup. Donc voilà, si je dois vous donner des notes, parce que je peux quand même vous donner des notes hein, par rapport à tout ça, je dirais que le tome 1 il est vraiment OSEF, donc je lui mettrais 10 sur 20. Donc pour moi 10 sur 20 c'est mode OSEF, on s'en fout un petit peu. Donc je lui mettrais vraiment la moyenne pile, parce que comme je l'ai dit voilà, ça manquait quand même un petit peu d'intérêt. C'était uniquement là pour faire le préquel et pour justifier tel truc, mais bon vu que tu le lis dans cet ordre là t'as pas l'effet nostalgie. Tome 2 par contre vraiment génial, moi je lui mettrais un gros 15 sur 20. Gros problème par rapport au Deus Ex Machina qui m'a un peu fait chier, peut-être que je lui mettrais même 14 honnêtement à cause de ça, mais sinon j'avais quand même bien apprécié l'évolution des personnages, etc. Je pense que je vais quand même lui mettre 14, parce que c'est vrai que la fin c'est la pire fin en fait hein. Vraiment c'est la pire fin de tous les tomes, enfin de tous les vrais tomes je veux dire, pas hors tome 5. Voilà, je vais quand même lui mettre un 14 pour bien le pénaliser, mais sinon c'est quand même vachement dommage, parce que s'il avait fait la même chose que dans le tome 6 par exemple, bah, il aurait pu être 17 sur 20 facile, tu vois. Bon je pense pas que j'aurais mis 18 c'est mon maximum que je peux donner, enfin non en réalité c'est plutôt 19, mais c'est genre très très rare, il y en a aucun en fait qui a 19, donc 18 on va dire que c'est un peu la limite connue hein, pour moi, et j'aurais retiré un point par rapport au style, mais ça c'est le problème de l'auteur de base. Malgré son style il aurait pu être
facile 17 sur 20 s'il n'y avait pas eu ce problème là. Donc vraiment pour moi Aslan c'est celui qui nique vraiment absolument tout, tu vois. Donc vraiment chiant par rapport au tome 2. Après il est quand même bon j'ai trouvé, donc encore une fois voilà 14. Tome 3 franchement il était pas si mauvais que ça, mais j'étais quand même déçu de là où c'était parti. Ça fait en plus avec le nombre de voyages etc, vraiment ça fait chier. Bon je trouve quand même correct, je lui mettrais 12 honnêtement. Je relativise un petit peu par rapport au moment où j'étais adolescent, et en réalité il est pas aussi mauvais que ça. C'est juste les explorations qui sont horribles et le voyage il est horrible. Même si j'ai bien aimé le délire du voyage à la toute fin quand il était au niveau de la colline où il avait un précipice et où en fait c'était le lion qui parce qu'il voyait rien à cause du brouillard, et en fait c'est le lion qui le protégeait quelque part, et il s'en rendait compte, il s'était rendu compte à la toute fin, où au début d'ailleurs ça faisait un petit peu genre il se fait traquer par le lion et tout. Donc ça j'avais quand même bien aimé. C'est l'un des rares d'ailleurs, c'est l'un des rares passages d'exploration ou de voyage, hein, je mets les deux dans le même panier, où là j'avais trouvé que c'était quand même assez intéressant. Donc là pour contre c'était quand même plutôt cool. Mais sinon voilà, le truc du désert et tout, voilà, ça m'avait quand même fait chier. Donc bon, je lui mets quand même 12 par rapport à ce qui a été quand même travaillé et développé là-dedans. Mais voilà, un petit peu déçu quand même de certains points. Le tome 4, le prince Caspian, je l'ai quand même relativement apprécié, même si la fin elle m'a quand même déçu. Alors elle était quand même moins abusée que le tome 2. C'est pour ça justement que je lui mettrais 15. Mais je lui mettrais pas plus quand même, parce que le début il était quand même chiant. Alors ok d'accord, t'as pu découvrir un petit peu le truc etc, mais je trouve qu'il était quand même un petit peu trop long. Et encore une fois, bon ça c'est inhérent à l'auteur, hein, mais la plume de l'auteur par rapport au voyage et aux explorations, vraiment ça m'a un petit peu gonflé. Bon, après c'était pas aussi terrible, hein, que d'autres séquences. Peut-être que je pourrais lui mettre 16 si je suis généreux. Vas-y, tu sais quoi, je peux lui mettre 16. En réalité je lui mettrais 16. Ouais non, en réalité je vais quand même changer, je vais lui mettre 16. Mais je trouve quand même que c'est dommage, parce que la fin elle aurait pu être un petit peu plus épique, et surtout ça aurait pu être également un petit peu plus rapide, n'est-ce pas. Le tome 5 par contre, comme je l'ai dit, grosse purge. Donc je pense honnêtement, bon après il y a quelques petits trucs qui sont intéressants, ça développe un petit peu le lore du truc etc, donc c'est quand même pas forcément mauvais à tous les niveaux, mais c'est pas la folie. Voilà, je suis désolé, moi ça m'a vraiment plombé. Je pense que je lui mettrais 6 sur 20. Voilà, le tome 5 je lui mets 6 parce que vraiment j'ai eu du mal à le terminer, hein. C'était vraiment un tome horrible. Ça aurait pu, en plus, c'est dommage parce qu'il a un potentiel énorme, ça aurait pu être tellement mieux, mais malheureusement non. Malheureusement c'est parti là-dessus, donc très déçu. Tome 6 par contre pour moi c'est le meilleur. Hein, comme je l'ai dit, vraiment, même s'il y a des petits problèmes, j'ai ce petit regret de pas avoir eu le même combat que dans le tome 3, le combat final je parle, parce que j'avais quand même beaucoup apprécié ça, mais dans tous les cas malgré ça j'avais quand même beaucoup aimé. Donc pour moi je pense que je lui mettrais quand même 17. Parce que je l'ai quand même préféré au tome 4, même s'il y a quelques petits soucis par rapport notamment au combat en lui-même. Justement, je lui retire un point par rapport à ça. Sinon, il aurait eu 18. Et 18, je rappelle que c'est quand même un petit peu la limite. Après, tu peux me dire, ouais, mais Antox, c'est bizarre ce que tu dis, puisque tu disais que la plume de l'auteur, elle fait défaut de base et tout. Ce qui est totalement le cas. Mais ici, par contre, ça allait. Parce qu'en fait il était un petit peu plus dans le côté horreur par rapport notamment avec bon voilà le long chemin etc au tout début. Voilà, j'avais pas trop apprécié par rapport au truc des géants, mais justement le fait qu'il y avait des géants etc, que c'était un petit peu flippant et tout, j'avais trouvé quand même qu'il y avait une ambiance qui s'en dégageait, et là pour le coup j'avais trouvé que c'était quand même intéressant. Et même la deuxième partie avec le délire des lettres etc, quand ils sont tombés etc en fait ça a quand même une utilité à la fin, puisque tu découvres que voilà les lettres qui disaient en dessous de moi là je sais plus quoi, qu'en fait ils étaient dessus, en fait ils étaient l'aventure qu'ils avaient vécue quand ils étaient tombés dans les tranchées et tout, en fait c'était ça. Donc il y avait quand même une différence de point de vue qui te donnait justement un intérêt là-dessus, et j'avais quand même trouvé que c'était intéressant. J'aime pas la plume de l'auteur quand il décrit les séquences de voyage et les séquences d'exploration, mais il a quand même réussi à faire dans ce tome là, il a quand même réussi à soit dégager quelque part une certaine ambiance, un peu un truc flippant ou des trucs comme ça, ou bien à te donner quand même un intérêt dans l'intrigue.
par rapport justement à un point de vue qui est un petit peu plus éloigné et où tu vois un petit peu plus de choses et où tu comprends du coup forcément d'autres choses. Donc j'avais trouvé quand même que c'était bien fait, et par rapport au long souterrain, et bien pareil, ça te donnait quand même un peu une ambiance morne, une ambiance un peu de mort, et il y avait quand même aussi d'autres trucs qui étaient quand même assez chouettes, notamment avec le géantant qui avait été d'ailleurs setup sur ce tome là. Donc j'avais quand même trouvé que voilà, ça avait quand même un intérêt. En fait, ça compensait quelque part son truc. Je pourrais peut-être lui donner, j'aurais probablement même donné 17,5. Si le combat final avait été un petit peu plus épique, je pense que je lui aurais quand même donné 17,5 pour quand même pénaliser un petit peu avec la plume. Mais en réalité, c'était beaucoup moins dérangeant que dans les autres tomes. Ça, il faut quand même en être conscient, c'était quand même beaucoup moins dérangeant. Et dans le tome 7, là par contre, bon bah il est quand même bon, hein, je vais quand même pas te mentir, j'ai quand même bien aimé. Mais la fin, encore une fois, bon elle était ok, elle était cohérente si tu veux, même si c'était un petit peu flou par moment. Mais surtout, moi ça m'a fait bader de ouf, et j'avoue que je m'attendais pas à ça. Bah je pense que je vais lui mettre 15 pour le tome 7, parce que bah, je l'ai quand même apprécié, mais j'avoue que la fin pour moi c'est vraiment c'est un petit peu too much. Voilà, pour moi c'est un petit peu too much. Si ça avait été un petit peu plus progressif comme je l'ai dit, comme avec Harry Potter par exemple, je t'aurais dit ok. Ici par contre là pour moi c'est un petit peu abusé. Mais après 15 sur 20 ça reste quand même une très bonne note, hein. On peut quand même y convenir. Et je trouve encore une fois que c'est vraiment dommage qu'il a pas pris le côté épique avec les deux dieux, parce qu'en fait on n'a jamais vu de dieux se battre, tu vois. Il y a eu par moments des créatures magiques incroyables, notamment par exemple les géants ou des trucs comme ça, ou alors le serpent de mer par exemple, mais ça a jamais été aussi poussé que sur un truc planétaire, tu vois. Là, t'aurais pu vraiment mettre un danger, mais tellement... Un titan, littéralement, t'aurais pu vraiment mettre un titan, tu vois. Sachant en plus comment il avait décrit le truc au tout début, avec cette odeur de mort, le fait que quand ils l'ont vu, ça les a glacé le sang. Le truc était clairement orienté dans l'horreur, et c'est vraiment dommage que ça a pas été aussi loin, quoi. Enfin, qu'on l'ait pas vu dans le monde réel où il tuait tout le monde. Je trouve quand même que c'était un petit peu dommage. Bon, après, je pense qu'il aurait pas fallu dévoiler la présence du truc. Ou alors il aurait fallu le dévoiler, mais un peu plus en mode caché, tu vois. Genre une silhouette, etc. Ça pue la mort ou des trucs comme ça, tu vois. Sans forcément le décrire tel qu'il est, sauf à la toute fin où là tu peux faire le lien avec tous les autres moments où t'avais ressenti ça, tu vois. Genre on se sentait espionné ou des trucs comme ça pour ressentir un petit peu une ambiance oppressante. Enfin, même par rapport à sa proposition, je lui mets quand même un 15 sur 20. Hein. Mais voilà, c'est dommage que ça a pas été, encore plus loin dans le truc, et que ça a pas été beaucoup plus épique. Même si tu voulais terminer le truc de manière mal, pour avoir le truc du paradis et tout, tu pouvais, tu vois. Mais est-ce que t'étais obligé de faire la fin du monde? Est-ce que t'étais obligé de laisser gagner les méchants? Enfin, t'aurais pu laisser quand même gagner les méchants, mais au moins mettre, au moins avoir la présence de tâches, tu vois. Donc voilà, j'ai trouvé quand même que c'était dommage. Après, encore une fois, 15 sur 20, je pense que ça reste quand même une bonne note. Si je dois faire une moyenne globale de tout ça, bon voilà, je dirais que je pourrais lui mettre 12 sur 20, tu vois. C'est pas la grande folie comme je l'espérais, parce que c'est quand même un truc extrêmement connu, il y a quand même eu des films dessus et tout, donc c'est pas la grande folie comme je l'espérais, mais c'est pas non plus mauvais en soi. En fait, le problème, c'est qu'il est capable du meilleur, mais il est aussi capable du pire. C'est un petit peu ça le gros problème de la saga. Et en effet, ça aurait pu vraiment être magnifique, mais malheureusement, manque de régularité, on va dire, de consistance en tout cas par rapport aux qualités de chacun, et surtout gros problème par rapport au Deus Ex Machina qui est beaucoup trop récurrent. Après, tout ceci n'est que mon humble avis, vous pouvez avoir bien évidemment le vôtre, n'hésitez pas à me faire part de tout ce que vous avez pensé, hein. Vous pouvez bien évidemment débattre dans l'espace commentaire. C'est pour ça justement que je fais cette vidéo, très longue vidéo d'ailleurs, hein, presque 1h30, donc forcément on a dû parler de pas mal de tomes, donc j'ai dû être un petit peu plus long et lourd que d'habitude, mais bien évidemment ce n'est que mon humble avis, donc vous pouvez me contre-argumenter certains points. N'hésitez pas justement à me faire part de tout ce que vous avez pensé, que ce soit en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi, et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, et bien tout simplement n'hésitez pas à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Sur ce, merci à vous tous pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.